Ah, je crois que c'est quelqu'un qui ne ressemble à personne, effectivement. Parce que, bon, il fait une grande part au songe, au rêve, mais ce n'est pas du tout quelqu'un qui s'inscrit dans la filière surréaliste, par exemple. C'est d'une certaine manière un poète réaliste, mais il y a toujours chez lui, en effet, ce réel en transformation à cause du songe. C'est un réel qui est constamment en métamorphose. Une vie, une œuvre. Ce sont que des images, c'est comme un foisonnement d'images, de poésie, oui, des images de la poésie pure. Je me souviens de la sirène, je me souviens de l'hymne du petit jour, je me souviens du volcan, je me souviens d'Innombrable qui est là toujours avec son maté. Je me souviens de Guanamiru éclatant, je me souviens des couleurs imprégnées au texte, des voyages. Je me souviens de la sœur de Guanamiru qui apparaît à un moment, la sœur impossible. Une vie, une œuvre. Par Françoise Estèbe et Nathalie Triandafilides. Jules Supervielle, 1884-1960. L'homme qui pensait à autre chose. Plus de 30 ans je me cherchais, toujours de moi-même empêché. Hier enfin je me vis paraître, debout, dans la brousse de l'être. J'étais nu, le cœur apparent, avec sa courbe et son tourment. Je donnai à l'autre moi-même, aussitôt nous nous reconnûmes, une poignée de main sereine, ayant un petit goût posthume. Jules Supervielle, 1954. Pour moi, le poète doit être éveillé tout en gardant des lambeaux de sommeil conscient. Je veux dire de sommeil rêveur et imagé. Je collabore, j'espère, avec ce sommeil-là. Et il m'est arrivé de faire la sieste pour y chercher l'inspiration, en sortant. La poésie me sert à mettre des lumières dans mon obscurité. Je ne dis pas opacité. Sauf de rares fois, les mots, en réalité, n'existent pas pour moi. Ils s'effacent derrière ce que je veux dire. Et Supervielle est un homme de l'intériorité, un bien qu'il utilise sans cesse, un vocabulaire concret, il donne à voir, pour reprendre un mot d'Éluard, il donne à voir, mais ce qui est vu par lui est immédiatement intériorisé et glisse vers autre chose. Je suis quelqu'un qui pense à autre chose, disait Victor Hugo. Et Guy Vic disait la poésie c'est autre chose. Eh bien, Supervielle est dans ce sens. Il est ailleurs, il est autrement autre même, on pourrait dire. Jules Supervielle disait de lui-même qu'il était né sous les signes jumeaux du voyage et de la mort. En 1884, Supervielle naît à Montevideo, en Uruguay, de parents français. Cette même année, ses parents rentrent en France pour rendre visite à leur famille et meurent l'un et l'autre à 1 semaine d'intervalle. Jules Supervielle a 8 mois. L'enfant sera élevé en Uruguay par son oncle et sa tante, qu'il croit être ses parents biologiques. À l'âge de 9 ans, il apprendra de façon accidentelle et brutale l'insupportable vérité. Il commence alors à copier des fables, le rêve comme exorcisme du réel. La vie de Jules Supervielle sera rythmée par le va-et-vient de ses navigations entre la France et l'Uruguay, tangage entre ces deux cultures. Tout d'abord tourné vers les ombres du passé et les voix disparues, Brume du passé est le titre de son premier recueil publié en 1901, son travail poétique sera un lent cheminement pour apprivoiser les monstres tapis dans son inconscient. Longtemps, il redoute la folie, éludant, écrit-il, son moi profond.
Son travail d'écriture est un travail sur soi pour s'éloigner de l'obscur. En 1907, il épouse Pilar Saavedra à Montevideo, qui sera la compagne de toute sa vie. En 1922, Débarcadère, puis en 1925, Gravitation, marque la conquête de sa maturité poétique. Jules Supervielle a déjà acquis la reconnaissance des plus illustres de ses contemporains. Paul Faure, Valéry, Cocteau, Max Jacob, Valéry Larbaud, Rilke ont salué son travail. Henri Michaud, qui voyait en lui un volcan de poésie en perpétuelle fusion, et Paulan seront ses deux meilleurs amis. Les œuvres poétiques complètes de Supervielle sont publiées à la Pléiade sous la direction de Michel Collot. Mais Jules Supervielle est également l'auteur de romans, L'homme de la Pampa, Le voleur d'enfants, Le survivant, de textes fantastiques et loufoques, de fables, de contes. L'enfant de la haute mer, perdu dans l'océan entre les vivants et les morts, est emblématique de l'identité mouvante de Supervielle. Il a également écrit des pièces de théâtre, La Belle au bois, féerie en 3 actes, Robinson, Scheherazade, créé par Jean Vilar au Festival d'Avignon en 1948. Solitaire, silencieux, en marge des mouvements littéraires et des avant-gardes, désireux de concilier modernité et classicisme, Jules Supervielle a manié tous les genres, tous les rythmes poétiques, dans une exactitude hallucinée, écrit-il en songeant à un art poétique, et dans une quête perpétuelle d'abolition des frontières. Jean-Pierre Lemaire. C'est vrai que Supervielle est souvent tourné vers la mort, en particulier vers ses parents morts. Mais en même temps, la présence de la mort est toujours chez lui, je dirais, une leçon de vie. La poésie de Supervielle n'est pas du tout morbide. Je pense à un de ses poèmes qui s'appelle « Le regret de la terre », où il prend la voix des morts, justement. Un jour, quand nous dirons, c'était le temps du soleil. Mais au fond, cette voix d'outre-tombe, elle nous invite à mieux goûter, je dirais, chaque éclat de soleil, sur la ramille, la jeune fille étonnée, sur le cheval. Donc je crois que, certes, Supervielle a été marqué par la mort, et c'est vrai qu'il se tourne souvent donc du côté des morts, mais je crois que ça n'offusque pas son regard. Dans La séduction brève, Florence Delay, vous présentez Jules Supervielle aux côtés de Gertrude Stein, de Bergamine, de Ramon Gomez de la Serna, comme faisant partie de votre famille insistante. Oui, c'est-à-dire de celle, finalement, que j'ai rencontrée au début de ma vie, oubliée et retrouvée en maintes circonstances. Mais il y a de particulier chez Supervielle que dans mon esprit, il appartient à la famille Claire de la littérature française, qui est celle de Cocteau, de Giraudoux, de Larbaud. C'est une famille qui ne fait pas de bruit, sans coup d'éclat, sans génie à 17 ans, sans manifeste. Et c'est une famille à laquelle je suis très attachée, car finalement, elle est peu aimée et extrêmement fertile. Et pour moi, Supervielle fait partie de cette famille, avec sa limpidité, sa clarté à la surface dans le poème et le mystère en profondeur, et au contraire dans la prose, avec le mystère à la surface et la limpidité au cœur. C'est pour ça que j'aime ce poète qui n'a pas choisi de camp entre les anciens et les modernes, qui a été aussi inventeur qu'un autre, et qui n'a pas choisi entre la prose et la poésie, entre le roman et le conte, entre la fable et la vie. Le théâtre aussi. Et le théâtre.
Voilà, donc je l'aime de tout cela. Et je ne puis m'empêcher de penser à autre chose. Hélas, j'aurais passé ma vie à penser à autre chose. Cette autre chose, c'est encore moi, c'est peut-être mon vrai moi-même. C'est là que je me réfugie, c'est peut-être là que tu es. Je n'aurais jamais vécu que dans ces lointains attirants. Le moment présent est un cadeau dont je n'ai pas su profiter. Je n'en connais pas bien l'usage. Je le tourne dans tous les sens, sans savoir faire marcher sa mécanique difficile. Mon Dieu, je ne crois pas en toi. Je voudrais te parler tout de même. J'ai bien parlé aux étoiles, bien que je les sache sans vie, aux plus humbles des animaux quand je les savais sans réponse, aux arbres qui sans le vent seraient muets comme la tombe. Je me suis parlé à moi-même quand je ne sais pas bien si j'existe. C'est pour toi Montevideo, c'est pour toi que chante mon cœur, sous ton ciel Montevideo, j'ai compris enfin le bonheur, me souvenant. Alors nous sommes 6 enfants. 6 enfants, voilà. 3 garçons et 3 filles. Donc vous êtes la fille cadette Alors moi je suis de la Jules fille Supervielle. cadette. Oui, mon frère qui me précédait avait 10 ans de plus que moi, et l'aîné 21 ans de plus. Alors comment a commencé l'histoire familiale, l'enracinement dans l'Amérique du Sud, Anne-Marie Supervielle? Ça a commencé avec un oncle de votre père. Ça a commencé avec un oncle. Aventurier. Qui était, oui, c'est ça, aventurier, qui était parti. Parce que, bon, évidemment, ils étaient d'Oloron-Sainte-Marie, dans le Béarn. Et mon grand-père, c'est mon arrière-grand-père, était horloger là-bas. Et mon père tenait beaucoup à ça. Il préférait 1000 fois être petit-fils d'un horloger plutôt que fils d'un banquier. Ça lui plaisait beaucoup plus. Il trouvait que c'était merveilleux parce qu'en plus, dans le côté horloger, il y a le temps, les heures, tout ça. Il trouvait ça très poétique. Mais ça faisait un peu enrager la famille des banquiers. La famille des banquiers ne voulait pas qu'on parle de l'horloger parce que c'était trop peu. Voilà. Alors, cet oncle est donc en rupture de ban très très jeune, oui, très jeune. 14 ans. Il est parti en Uruguay. Il avait 14 ans. Il est parti, je crois, parce que sa mère lui avait donné une pèlerine, lui mettait une pèlerine qui lui plaisait pas pour aller en classe. Alors il n'était pas content. Et alors il s'est dit non, c'est ridicule. Il a pris un bateau, il est parti. Et voilà, il est arrivé à Montevideo et alors, cet oncle, oui, il a fait fortune et il a fondé une banque là-bas, la Banque Supervielle. Et alors, quand il a fait la banque, il a appelé son frère, qui habitait encore au Oloron, de venir à Montevideo. Ils ont tous les deux épousé 2 sœurs, Muñoz. Donc, leurs enfants avaient le même nom, Supervielle Muñoz. Vous savez que je suis né à Montevideo, ce qui ne m'empêche pas d'être français. Jules Supervielle, 1954. Mais je suis aussi uruguayen. De patrie, il me semble que c'est d'accord avec ma biographie, l'apparente et la profonde. Et je crois aussi que c'est le commencement de la sagesse internationale, de la sagesse planétaire. Voyons, dès l'âge de 8 mois, vos parents vous ont amené en France. Je les ai perdus à peine arrivés. Ils sont morts à Oloron, empoisonnés tous deux, pensait-on, par l'eau d'un robinet qu'on n'avait pas ouvert depuis longtemps et qui devait contenir du verre de gris. En réalité, il est plus probable qu'ils soient morts du choléra qui sévissait alors à Marseille, où ils avaient débarqué. J'ai toujours essayé de dominer ce que j'appellerais le silence insupportable des morts. Mère, je sais très mal comme l'on cherche les morts. Je m'égare dans mon âme, ces visages escarpés,
ses ronces et ses regards. Aide-moi à revenir de mes horizons qu'aspirent des lèvres vertigineuses. Aide-moi à être immobile. Tant de gestes nous séparent, tant de lévriers cruels. Que je penche sur la source où se forme ton silence, dans un reflet de feuillage que ton âme fait trembler. Ah, sur ta photographie, je ne puis pas même voir de quel côté souffle ton regard. Nous nous en allons pourtant, ton portrait avec moi-même, si condamnés l'un à l'autre, que notre pas est semblable dans ce pays clandestin où nul ne passe que nous. Nous montons bizarrement les côtes et les montagnes et jouons dans les descentes comme des blessés sans main. Un cierge coule chaque nuit, gicle à la face de l'aurore, l'aurore qui tous les jours sort des draps lourds de la mort, à demi asphyxiée, tardant à se reconnaître. Je te parle durement, ma mère. Je parle durement aux morts parce qu'il faut leur parler dur. Debout sur des toits glissants, les deux mains en porte-voix et sur un ton courroucé, pour dominer le silence assourdissant qui voudrait nous séparer, nous les morts et les vivants. Alors bon, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, le temps... Anne-Marie Supervielle. Il était assez heureux, là, il a une enfance heureuse parce qu'il aimait bien les grands espaces. Il appréciait parce que mon grand-père avait, je sais pas, une estancia, ils allaient très souvent, c'était très agréable. Il faisait du cheval, enfin il était ravi, très content et heureux, je pense, à l'époque. Je crois qu'il avait 10 ans. Hein. Et un jour, une dame amie est venue et a dit, en voyant Jules, elle a dit « Ah, tiens, c'est le fils de Marie !» Alors, tout le monde s'est jeté un froid épouvantable. Oui, Lui ne comprenait pas, mais dès que la dame est partie, il a dit « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Alors là, ils ont été obligés de lui expliquer que ses parents étaient morts, etc. Et pour lui, ça a été très, très dur, très épouvantable, parce que tout d'un coup se dire, tiens, je ne suis pas... Alors qu'il croyait absolument qu'il était le fils de Bernard Supervielle. Bon, ça a dû le traumatiser. Et... Oui, il est entre les vivants et les morts. Il n'est... Jean-Pierre Lemaire. Il dit quelquefois il se compare lui-même à un homme égaré dans les siècles, comme il est égaré dans l'espace. Et il a une immense nostalgie de l'ici et du maintenant, parce que lui n'arrive pas à être d'ici et il n'arrive pas à être de maintenant non plus. Mais je dirais qu'il nous les rend d'autant plus précieux. C'est le lieu et le moment qu'il voudrait habiter. C'est un homme profondément nostalgique, toujours. Quand il est en Amérique du Sud, il regarde vers la France. Quand il est en France, il ne supporte pas l'étroitesse des paysages et il n'a plus qu'un rêve, c'est de repartir se ressourcer en Amérique du Sud. Et il dit que son lieu, en fait, c'est entre les deux, c'est l'océan. Voilà. D'où l'enfant de la haute mer qui imagine qu'il voit surgir donc une ville de l'eau. Supervielle est quelqu'un qui semble ne pouvoir voir les choses que de loin. Les êtres que de loin, et tout son effort, au fond, c'est de s'en rapprocher. Mais justement, cette distance lui donne un infini respect pour ce qu'il aime. Et est-ce que vous ne pensez pas, Jean-Pierre Lemaire, que cette distance, c'est précisément cette distance qui lui a cette coupure, cette déchirure, qui lui a été imposée enfant? Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a au départ de son expérience du monde et des êtres, l'expérience de la séparation. Tu t'accuses de crimes que tu n'as pas commis. Tu tourmentes les chaînes de ton cœur mal soumis. Tu cherches qui pourrait te servir de bourreau. Et ton meilleur ami a le regard qu'il faut. Cruauté sur la terre, cruauté sur toi-même. Pardonne-toi d'être homme et de te voir changer. Pardonne-toi le somme de tes yeux fatigués. Pardonne à cette main l'angoisse de ces mots. Pardonne à tous les maux dont s'enfle ta raison. Pardonne-toi à ce jour entrant par la fenêtre.
pardonne-toi le doute où repose ton être en cet après-midi de février, le 10. Voilà, tantôt il se met du côté des morts pour chercher les vivants, tantôt il se met du côté des vivants pour chercher les morts. Et dans les deux cas, la recherche a la même maladresse. Elle est tâtonnante. Alors, ce que je trouve merveilleux, c'est que ces tâtonnements de la démarche, qui est une démarche d'une grande modestie, je dirais, du point de vue poétique, s'accompagne d'une extrême précision de la langue. Et c'est le mariage des deux qui est fascinant chez lui. Et effectivement, il est toujours en chemin, Supervielle. Du rêve vers la réalité, de la réalité vers le rêve, et c'est ce qui fait qu'il est d'une certaine manière insituable. Il est en mouvement. Voilà, il est en mouvement, il est en métamorphose même. Mais alors ces métamorphoses le mènent où? J'aurais envie de dire, il est en mouvement vers la vie. C'est la vie qu'il cherche. Alors, il la cherche en partant de très loin, puisque d'une certaine manière, c'est en partant de la mort, mais c'est la vie qu'il cherche. Et je crois que c'est ça qui l'apparente à un poète qui ne lui ressemble pas tout à fait, quelqu'un comme Philippe Jacotet, par exemple. Alors, ils n'ont pas le même point de départ, bien sûr. Supervielle est un errant, alors que Philippe Jacotet est quelqu'un de beaucoup plus enraciné. Mais je crois que la poésie est chez tous les deux mue par un amour de la vie, chez un être assez fragile pour s'en sentir originellement éloigné. Le petit trot des gauchos me façonne. Les oreilles fixes de mon cheval m'aident à me situer. Je retrouve dans sa plénitude ce que je n'osais plus envisager, même par une petite lucarne. Toute la pampa étendue à mes pieds comme il y a 7 ans. Ô mort, me voici revenu. J'avais pourtant compris que tu ne me laisserais pas revoir ces terres. Une voix me l'avait dit que ressemblait à la tienne, et tu ne ressembles qu'à toi-même. Et aujourd'hui, je suis comme ce hennissement qui ne sait pas que tu existes. Je trouve comique d'avoir tant douté de moi, et c'est de toi que je doute, ô surfaite. Même quand mon cheval enjambe les os d'un bœuf proprement blanchi par les vautours et par les aigles, ou qu'une odeur de bête fraîchement écorchée me tord le nez quand je passe. Jules Supervielle, 1960. De l'action violente au rêve pur, le gaucho passe avec la plus grande aisance. Comme les poètes et les enfants, il n'a pas besoin du sommeil pour être précipité dans le rêve. Il marche de l'espace à des doses si fortes qu'il lui tient lieu de hashish. Quelle expression dans ses yeux, dans sa bouche, à cause de tout cela, qu'il voudrait pouvoir mieux dire, lui qui pense avec maladresse et ne dispose que de quelques centaines de mots, presque toujours prononcés avec monotonie. Je vis un jour sortir de quelques ranchos plusieurs péons, leurs femmes, leurs enfants, tous à la rencontre de certains d'entre nous. Grands et petits, sur un rang, ils tendaient une main dure qu'ils appuyaient sur la nôtre sans la serrer, en disant tout d'une haleine et comme s'il s'agissait d'un seul mot. « Comment les va bien y usted? Comment les va bien y usted? Comment allez-vous bien et vous ?» La vitalité du gaucho est insondable. L'un d'eux se meurt d'un coup de couteau dans la poitrine. Le prêtre, après l'extrême onction, lui demande ce qu'il pourrait lui offrir. « Un churrasco, un beefsteak, dit l'agonisant aux yeux déjà vitreux. Et le voilà qui mange et ressuscite. Sabine Dehulf. Exil aussi, sentiment d'exil, qui s'est exprimé par un constant va-et-vient entre l'Uruguay où il est né et la France, entre l'Europe et l'Amérique. Et il naviguait constamment de l'un à l'autre de ces deux continents, sans jamais véritablement pouvoir se fixer. En tout cas, dans
mentalement, je dirais. Hein. Puis, il était bien sûr, il vivait à Paris, mais on a le sentiment d'un exilé permanent. Il le dit lui-même, hein, et mon cœur serait-il de lui-même en exil. D'ailleurs, lorsqu'il vivait à Paris, il ressentait le besoin de retourner en Uruguay pour se ressourcer et retrouver la pampa, les estancias, les chevaux, les taureaux. C'était un besoin presque physique pour lui. Oui, physique, c'est le terme qui convient tout à fait, puisqu'il avait l'impression, il le raconte dans le Boire à la source, son récit autobiographique, que là, en Amérique, et dans ce temps de l'enfance, il avait l'impression de pouvoir toucher les choses, d'avoir un contact direct avec le réel, un réel qui n'est pas abîmé par l'homme aussi, hein, puisqu'il y a ces étendues sauvages qui s'opposent aux paysages manufacturés d'Europe, comme il le dit. Mais qui sont des étendues cruelles aussi. Bien entendu. Mais la mort faisait partie de la vie. Enfin, il y avait une espèce peut-être pas d'osmose, mais enfin de frontières floues entre la mort et la vie. Et finalement, il a un souvenir heureux de ce contact-là. Un paquebot dans sa chaudière brûle les chaînes de la terre. 1000 émigrants sur les 3 ponts n'ont qu'un petit accordéon. On hisse l'ancre. Dans ses bras, une sirène se débat et plonge en mer si offensée qu'elle ne se voit pas blessée. Grandit la voix de l'océan qui rend les désirs transparents. Les mouettes font diligence pour qu'on avance, qu'on avance. Le large monte à bord, pareil à un aveugle aux yeux de sel. Dans l'espace avide, il s'élève lentement au mât de misère. Il était en mer. Finalement, son lieu a été l'océan. Il est passé de la France à l'Uruguay et de l'Uruguay à la France inlassablement. Je crois que c'est son lieu, la mer, la traversée. Florence Delay. Et j'aime qu'il soit insaisissable, enfin, et qu'il ait plusieurs secrets. Et surtout, cette pudeur qui est devenue aujourd'hui quelque chose d'insoupçonnable et d'insoupçonné. Il était pudique, ça oui. Mais vous le placez plutôt du côté de l'Uruguay, plutôt du côté de l'Europe? La double appartenance. Il y a le moi français et le moi d'Amérique. Et il dit, l'Amérique a donné son murmure à mon cœur. Oui, il y a le murmure du cœur et puis il y a le murmure de la voix. Et cette double appartenance fait sa singularité. Par exemple, dans les romans, dans Le voleur d'enfants, le colonel Philémon Bigua, installé, qui achète son churrasco à la boucherie Gambetta et qui joue la nuit sur sa guitare des Vidalitas à ses enfants adoptés. Bon, c'est aussi, comme j'ai imaginé, tous ces Américains du Sud qui venaient à Paris s'y installer, puisque à ce moment-là, Paris de France, c'était encore la capitale de la liberté. Donc voilà, moi je l'ai vu comme quelqu'un qui ne voulait pas choisir de rive. Mais il disait d'ailleurs que l'inspiration, c'était le sentiment d'être partout à la fois. Jean-Pierre Lemaire. Voilà, il avait sans doute du mal avec son grand corps, et à l'intérieur de son corps avec son cœur. Avec son identité aussi. Avec son identité aussi, puisqu'il était des deux côtés de l'Atlantique. Mais tout ce déplacement des frontières lui donne finalement un nouveau regard sur les choses, sur les êtres. Et un regard quelquefois un peu irréel. Il y a toujours le passage du réel à l'irréel. Il disait d'ailleurs que c'était ce passage qui l'intéressait. Voilà, mais l'irréel lui-même sert à révéler l'insolite du réel. Mais avec tant d'oubli, comment faire une rose? Avec tant de départs, comment faire un retour? 1000 oiseaux qui s'enfuient, n'en font un qui se pose, et tant d'obscurité simule mal le jour. Mémoire, sœur obscure et que je vois de face, autant que le permet une image qui passe.
Il parle de mouvement d'exil. Colombe Bonsaine. C'est une fuite perpétuelle. Une fuite de quoi? Du temps de lui-même, des parcelles de lui-même. Il a l'impression de laisser un petit bout de lui-même partout où il va. C'est tragique pour lui, ce sentiment-là, de ne pas réussir à se reconstituer. Il a une identité complètement parcellaire. L'identité poétique est très parcellaire et elle se donne plus dans Gravitation d'ailleurs que dans Débarcadère. Là, on est dans l'élaboration beaucoup plus métaphysique, en tout cas, du poète et de son identité. Et en effet, on se rend compte que c'est un millier de petits fragments qu'il essaye lui-même de reconstituer à travers la prose et à travers la poésie. Et dans Gravitation, on est un peu dans l'invocation aux morts. Enfin, moi, comme je le lis, Gravitation, ça fait une espèce de personnage qui tourne autour de Jules Supervielle, presque autour de son univers. Voilà, ce sont les perdus. Et les perdus, pour Jules Supervielle, ce sont les parents. Il y a quelque chose de flottant, puis un peu inquiétant, et qui transparaît dans les poèmes de Supervielle. C'est un poète des blessures, de différentes blessures, et la blessure de la mort en particulier, et de la recherche identitaire. Enfin, il était quand même très ami avec Michaud, et quand on relit les poèmes de Michaud et de cette parcellarisation du moi et du poète, ça existe aussi chez Jules Supervielle, et je pense qu'ils ont été amis pour ça. J'ai tant de fois, hélas, changé de ciel, changé d'horreur et changé de visage, que je ne comprends plus mon propre cœur, toujours réduit à son même carnage. Jules Supervielle. Le chant intérieur s'élève. 1956. Il choisit les mots qui lui conviennent. Je me donne l'illusion de seconder l'obscur dans son effort vers la lumière, pendant qu'affleurent à la surface du papier les images qui bougeaient, réclamant dans les profondeurs. Après quoi, je sais un peu mieux où j'en suis de moi-même, j'ai créé de dangereuses puissances et je les ai exorcisées. J'en ai fait des alliés de ma raison la plus intérieure. J'ai décrit là un état d'ivresse lyrique que j'ai éprouvé rarement dans toute sa plénitude. La plupart du temps, je n'ai pas une conscience aussi nette de l'inspiration. J'avoue même que je ne l'attends pas pour écrire. Et je fais à sa rencontre bien plus de la moitié du chemin. Je l'ai vu une fois, Supervielle. J'étais très, très jeune. Lionel Ray. C'était en 1955. J'avais pas encore 20 ans. Et je l'ai donc vu dans cet appartement qui était peint en vert, d'ailleurs, si je me souviens bien, en vert clair, et face à de grandes baies vitrées et à la Seine. Il me donnait l'impression, et lui-même le disait d'ailleurs, qu'il vivait dans un aquarium. Bon, d'ailleurs, dans son bestiaire, qui est très, très riche, très étendu, les poissons sont présents. Les sirènes. Oui, les sirènes également, oui. Les poissons, les grands poissons des profondeurs, comme il disait, les grands poissons des profondeurs qui n'ont d'yeux ni de paupières, inventèrent la lumière pour les besoins de leur cœur. Bon, alors c'est dans cette atmosphère-là que j'ai vu Supervielle, un homme grand, un peu maladroit dans ses gestes, qui avait, comme dit Jean Grosjean quelque part, à la fois une forte présence et une majestueuse absence. Il vivait entre les deux. Il était là et il n'était pas là. La poésie vient chez moi d'un rêve toujours latent. Je n'aime pas le rêve qui s'en va à la dérive, j'allais dire à la dérève. Je cherche à en faire un rêve consistant, une sorte de figure de proue qui, après avoir traversé les espaces et le temps intérieur, affronte les espaces et le temps du dehors.
et pour lui, le dehors, c'est la page blanche. J'ai fouillé dans ces brouillons, j'ai regardé, j'ai fait des relevés, et bon. Et comment se présentaient-ils les manuscrits de Supervielle? Alors, ils étaient très retravaillés? Très retravaillés, ah, oui. Oui, très retravaillés avec... on est très loin avec Supervielle de l'écriture automatique, par exemple. Dont il avait très peur, d'ailleurs. Oui, certainement. Supervielle est très loin de cela, il rature, il biffe sans cesse, il a des remords, des regrets, il déplace des mots, des vers, on ne voit pas toujours dans ces brouillons où est le début, le début apparaîtra ensuite, enfin c'est une écriture tourmentée, sans aucun doute, fragile. Mais ce travail de réécriture d'une certaine façon, enfin ce travail sur le premier jet, se fait dans le sens d'un éclaircissement, d'un élagage. Ah oui, d'un élagage surtout. Oui, il y a une tentation chez Supervielle de prolixité et de complaisance finalement, un langage bavard finalement. Mais ces corrections vont toujours dans le sens d'un allègement et pas d'un ajout. Enfin, c'est très rare qu'il y ait des ajouts. C'est plutôt un allègement. Au bout du compte, le choix de Supervielle a été celui de la plus grande simplicité. Mais c'est une simplicité syntaxique et de vocabulaire et d'image. Mais c'est une simplicité qui garde le mystère tout de même et l'énigme. Voilà. Oui, ça c'est il est à la fois simple, dans sa syntaxe, dans son choix du vocabulaire presque toujours concret, mis à part peut-être le mot âme, qui est peut-être incontournable, ou le mot cœur, dans le sens des affections, des sentiments, mais aussi du muscle, et c'est toujours concret, le cœur qui bat. Et le sang. Et voilà, le bruit du sang, le battement. Le bruit du sang et le rythme du sang, d'ailleurs le bruit chez lui est quelque chose d'important. Il est attentif certainement plus souvent encore aux voix, voix du regret, voix des morts, voix à la dérive, etc. Plus attentif à des voix qu'on ne perçoit pas dans une vie ordinaire ou selon une oreille qui serait trop attentive à la logique et à la rationalité. Il est attentif aux voix beaucoup plus certainement qu'aux événements visuels. L'image opère une sorte de transmutation de valeur, du réel à l'irréel. Et c'est justement ce que cherche Supervielle, à nous ouvrir sur un monde, disons, parallèle, et qui est marqué par beaucoup d'étrangeté, d'irréalité. Le monde est plein de voix qui perdirent visage et tournent nuit et jour pour en demander un. Je leur dis: parlez-moi de façon familière, car c'est moi le moins sûr de la grande assemblée. Insomnie. Chevalier de la nuit blanche, cavalerie sans mémoire qui se concentre et qui s'agite. On se heurte, on chuchote, on se félicite avant de repartir pour massacrer un cœur. Et comment contenir ces voraces chimères antagonistes sur l'oreiller irrité? Le sang pousse un tumulte accru dans les artères, et le cœur s'interroge et feint de s'arrêter. Le matin saura-t-il demain luire sur terre, sur toi-même, morceau de nuit épouvanté d'être à la fois de terre et de ciel et de pluie, d'un passé très lointain que le présent essuie? Ô souffrance, ô rocher en nous inextricable, tu mets en sang la chair et ses tissus secrets, ou bien tu vas t'asseoir à notre pauvre table, suçant l'anxiété comme un os de poulet, tu t'installes partout où l'on trouve de l'homme, et tu viens fureter de tes rugueux couteaux ce qui se fait de triste et de grand sous la peau, jusqu'à ce que, repu, enfin on fasse un somme, et qu'on vous laisse là,
ouvert comme un tombeau qui sent l'humidité suppliante de l'homme. Oui, c'était un homme, si vous voulez, il pouvait être très sombre. Hein. Voilà. Il pouvait être très sombre. Et alors, par exemple, il avait... Anne-Marie Supervielle et son mari, Ricardo Passero. Il disait de lui-même, parce qu'il parle d'un personnage là, mais qui est le vulnérable, si vous voulez. C'est une chose qu'il a écrite peu avant sa mort, ça. Et là, quand il dit ça, il pense à lui, vraiment. Des compartiments, ou plutôt des wagons entiers de lui-même, ignorait absolument ce qui se passait dans les wagons voisins de sa pauvre cervelle. Il y avait un côté un peu schizophrène, si vous voulez, dans sa personnalité. Il est resté dépressif toute Il sa est vie. resté, oui, enfin, on pouvait pas dire que c'était un homme dépressif, parce qu'il pouvait être gai aussi. Il n'était pas tout le temps sombre, il avait beaucoup d'humour. Énormément d'humour, il pouvait être très drôle, de reste ça se voit souvent dans ses textes. Dans ses textes, oui. Ouais. Oui. Mais alors, par exemple, il dit « Une pensée profonde est forcément obscure, car le fond de l'homme est noir. » Alors oui, ça veut dire qu'il était très préoccupé par lui-même, par ses maladies, Mais il était très pointilleux par rapport à ses œuvres et à son travail. Il avait la peur de ne pas être compris, de ne pas être aimé. Mais en même temps, il était très sombre. Il avait des jours où il fallait quand même aller les chercher, parce qu'il était comme ça, parfois des jours où il ne voulait pas sortir. Et depuis toujours, il était préoccupé par sa santé, physique et mentale. Il se tâtait le pouls, avait souvent des palpitations. Et alors, quand il avait des palpitations, parfois, il s'allongeait dans la rue. Et alors, on le prenait pour un ivrogne. Et ces insomnies le préoccupaient beaucoup. Il faisait très, très attention. S'il dormait 1 heure de plus, 1 heure de moins, il prenait pas mal de somnifères. Il faisait la sieste tous les jours. Et il écrivait dans son lit, ça. Il écrivait parfois la nuit, ou bien sur une chaise longue. Mais ça, sa santé, il aimait bien avoir des médecins là, sous la main. À Montevideo, tout le monde était malade. Il avait 40 000 habitants et 30 000 disaient qu'il allait mourir tout de suite. Parce que, c'était un pays assez pittoresque pour ça. Non. Il valait mieux partir. C'est un homme... Florence Delay. Extraordinairement présent au corps. À son propre corps, il était cardiaque, au dérèglement des rythmes. Et par exemple, j'ai rarement lu quelque chose d'aussi fort que le poème qu'il consacre aux nerfs. Quand il dit « grands étalons dessous la peau », il y a une écoute des sensations qui est très rare et très difficile à transmettre. C'est quand même un homme qui est resté très souffrant. Oui, très profondément angoissé. Sabine de Wulf. Mais je dirais c'est cette souffrance qui lui a permis d'aller plus profondément en lui-même, comme c'est souvent le cas, bien entendu, et d'aller, c'est pas très courant chez un poète, d'essayer d'accéder à la conscience de son corps. Il a une conscience du corps viscéral, le corps vraiment avec ses organes, avec le sang qui coule. Il n'a pas peur d'aborder ces réalités-là, très très charnelles. Et c'est donc une exploration de lui-même qui le conduit dans une certaine mesure, à apprivoiser les monstres qui sont en lui. Et je dirais, plus on avance, et je pense notamment à partir de la fable du monde, plus le poète se tourne vers les autres, se tourne vers autrui, plus il se décentre par rapport à lui-même. Et sans doute que, bien sûr, l'angoisse subsiste à la fois par rapport à lui-même et par rapport à l'humanité qui souffre, puisque la fable du monde correspond c'est 1938, donc c'est juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Mais il y a cette recherche de compassion universelle qui ne va faire que s'accentuer au fur et à mesure de l'œuvre. Et pour moi, ça, c'est un signe de distanciation par rapport à sa propre souffrance.
Et un signe de compassion universelle qui touche aussi bien le monde animal que l'humanité. Oui, c'est ça. Ça, c'est très remarquable. J'ajouterais même monde animal, le monde des pierres, le monde des étoiles, l'univers entier. Alors, c'est l'un des grands paradoxes de cette œuvre et de cet homme que de, à la fois, se sentir exilé, profondément exilé, et en même temps... Exilé même de la vie, souvent. Voilà, oui. Au point de s'appeler et se désigner lui-même comme un survivant. Et en même temps, de se sentir citoyen de l'univers et de se désigner lui-même comme un poète cosmique. Le corps humain, le corps du poète, est un microcosme, il contient l'univers entier et il se situe, bien entendu, au sein du macrocosme, mais les frontières entre les deux sont très ténues et quelquefois même s'évanouissent. Il y a des textes magnifiques où il ne sait pas si la nuit, par exemple, est extérieure ou intérieure. Donc quand je parle de cosmique, c'est dans ce sens-là, c'est-à-dire est-ce que je suis réduit à l'étroitesse d'un corps ou est-ce que mon champ de conscience ne me permet pas d'habiter véritablement le cosmos. Oiseau, que cherchez-vous, voltant sur mes livres? Tout vous est étranger dans mon étroite chambre. J'ignore votre chambre et je suis loin de vous. Je n'ai jamais quitté mes bois. Je suis sur l'arbre où j'ai caché mon nid. Comprenez autrement tout ce qui vous arrive. Oubliez un oiseau. Mais je vois de tout près vos pattes, votre bec. Sans doute pouvez-vous rapprocher les distances. Si vos yeux m'ont trouvé, ce n'est pas de ma faute. Pourtant vous êtes là, puisque vous répondez. Je réponds à la peur que j'ai toujours de l'homme. Je nourris mes petits. Je n'ai d'autre loisir. Je les garde en secret au plus sombre d'un arbre que je croyais touffu comme l'un de vos murs. Laissez-moi sur ma branche et gardez vos paroles. Je crains votre pensée comme un coup de fusil. Calmez donc votre cœur qui m'entend sous la plume. Mais quelle horreur cachait votre douceur obscure. Ah, vous m'avez tué, je tombe de mon arbre. J'ai besoin d'être seul, même un regard d'oiseau. Mais puisque j'étais loin au fond de mes grands bois. Je suis frappé par la délicatesse de son regard sur les êtres, sur Pilar, bien sûr. Jean-Pierre Lemaire. Je dirais par son attention aux êtres. Et ça peut paraître un peu paradoxal, vu la part de rêve qu'il y a dans sa poésie. Mais ce qui me frappe dans ce rêve, justement, c'est que ce n'est jamais un rêve qui manipule, je dirais, les êtres et les choses. Comme les surréalistes en ont eu parfois la tentation. C'est un rêve, mais un rêve qui entoure les êtres de respect. Je dirais que c'est un rêveur respectueux des êtres. C'est un rêve qui lui permet d'être plus clairvoyant. Oui, un rêve qui lui permet d'être attentif à ce que le quotidien a d'insolite, justement. Je me souviens d'un poème où il fait parler la montagne, il fait parler la rivière, il fait parler les bois, et c'est ce déplacement constant qu'opère Supervielle. Il se place, c'est vrai, de l'autre côté, du côté des morts, du côté des choses, mais c'est pour nous faire voir la vie autrement. C'est une attitude fondamentale chez Supervielle. Il se demande toujours si les mots qu'il emploie, si le langage qu'il emploie ne va pas faire violence aux êtres, ne va pas les méconnaître d'abord, et éventuellement leur faire mal. C'est ça que j'appellerais une attitude de respect devant la création. Gardons ce mot, même si Supervielle ne fait pas référence à un Dieu créateur. C'est cette idée d'une vie à respecter en dehors de lui. Le bœuf et l'âne de la crèche. Des êtres ailés entrent et sortent, feignant de ne pas voir les murs qu'ils traversent avec tant d'aisance. Il est minuit et c'est le jour, et il y a 3 soleils au lieu d'un, mais ils cherchent à se joindre. À l'aube,
Le bœuf se lève, pose ses sabots avec précaution, craignant de réveiller l'enfant, d'écraser une fleur céleste ou de faire du mal à un ange. Comme tout est devenu merveilleusement difficile. Il osait à peine respirer. L'air lui semblait quelque chose de sacré et de bien au courant. Il craignait d'aspirer un ange. Alors j'aimerais bien, Sabine de Wulf, que vous me parliez du bœuf. Parce que ce bœuf, tout d'abord la vache, les bœufs des pampas, c'est vraiment l'animal culte de Supervielle. Et là, c'est le personnage principal de ce conte, et un personnage totalement pathétique. Oui. Oui, un personnage central, en effet, comme vous l'avez dit, il évoque les vaches des Pampas. Ce sont des vaches maigres, ce ne sont pas nos vaches bien grasses qu'on voit dans nos prairies. Ce sont des bêtes osseuses et qui sont un peu presque des revenants entre la vie et la mort, là aussi. Alors ce bœuf, il se sent opaque, il se sent maladroit, lourd, et puis voilà qu'il est en charge d'un enfant très particulier en plus, Jésus, et sa vie en est bouleversée. Alors j'ai trouvé que dans ce bœuf, il y avait beaucoup de Supervielle, avec cette maladresse, cette gaucherie qu'on trouve dans ses textes, d'ailleurs une gaucherie un peu volontaire, la crainte de blesser, le désir de sympathiser en même temps profondément avec ce qu'il voit, avec la fragilité, le désir de préserver cette fragilité, ce mystère. Donc ce bœuf parle beaucoup de Supervielle. Et c'est un personnage très humble. Très humble. Ouais. Oui, Supervielle se qualifie lui-même dans un poème de modeste Supervielle, avec un petit peu d'humour. Oui, l'humilité, oui. L'humilité devant ce qu'on ne comprend pas. La poésie pour Supervielle est une forme de silence. Il faut s'approcher en tâtonnant de ce qu'on veut saisir, mais surtout l'effleurer et ne pas s'en emparer. Parce que sinon on tue cette chose. Et le bœuf se comporte de cette façon avec l'enfant. Et puis, petit à petit, il y a le thème du sacrifice. Le bœuf cesse de manger. Alors, là aussi, il y a une ambiguïté. Est-ce que le bœuf vit des extases mystiques qui font qu'il n'a plus besoin de manger? Ou est-ce que ce n'est pas une espèce de sens de culpabilité mal compris qui le mine, qui le dévore? Difficile à dire, on oscille entre les deux. Et ça me fait beaucoup penser au recueil Le Forçat innocent, où Supervielle se sent taraudé par un remords inexplicable, presque un remords d'exister. Et alors ce bœuf va finir bien par s'effacer, par mourir. Mais alors là, il y a le thème du double, qui est un thème très important dans la poésie de Supervielle, qui intervient. Oui, parce qu'il y a le taureau céleste de la constellation céleste qui prend le relais du bœuf qui est en train de mourir. Alors ce taureau s'illumine, son œil s'illumine au fur et à mesure que les forces du bœuf s'affaiblissent. L'âne se met sur pied. Et celui-là, dit Joseph à la Vierge en désignant le bœuf, il me semble qu'il est bien faible pour venir avec nous. Le bœuf veut montrer qu'il n'en est rien. Il fait un énorme effort pour se lever, mais jamais il ne s'est senti plus attaché au sol. Alors, implorant secours, il regarde la constellation du taureau. Il ne compte plus que sur elle pour avoir la force de partir. Le céleste bovin ne bronche pas, l'œil toujours aussi rouge et enflammé, et toujours de profil par rapport au bœuf. Voilà plusieurs jours qu'il ne mange pas, dit la Vierge à Joseph. Oh, je comprends bien qu'ils vont me laisser ici.
C'était trop beau. Cela ne pouvait durer. Au reste, je n'aurais été sur les routes qu'un spectre osseux et retardataire. Toutes mes côtes en ont assez de ma peau et ne demandent plus qu'à prendre leur aise sous le ciel. La porte est refermée avec soin. Tandis que l'âne de la crèche devient peu à peu celui de la fuite en Égypte, le bœuf reste les yeux fixés sur cette paille où tout à l'heure encore reposait l'enfant Jésus. La constellation du taureau, d'un bond, regagne le zénith et d'un seul coup de corne se fixe au ciel, à la place qu'elle ne devait plus jamais quitter. Quand la voisine entra, un peu après l'aube, le bœuf avait cessé de ruminer. Alors le double, là aussi c'est un vaste thème. Sabine de Wulf. C'est le thème central, à mes yeux, puisque... De toute l'œuvre de Supervielle ? Oui, pour moi oui. Supervielle, c'est quelqu'un qui constamment se sent divisé d'avec lui-même, séparé de lui-même. Alors bien entendu, ça renvoie à ce sentiment d'identité qui s'est fissuré à l'âge de 9 ans, et bien avant sans doute, lors de cette révélation qu'il a eue. Il se sent toujours séparé de ses autres moi. C'est-à-dire que ce qu'il a vécu auparavant, son expérience précédente, c'est un autre moi qui s'éloigne de lui. Et à partir de là, qui suis-je ? Ça, c'est la question centrale. Qui suis-je ? Comment se regarder dans le miroir et comment reconnaître l'image qui se dessine dans le miroir à partir du moment où, sans cesse, le moi meurt à lui-même et se sépare de lui-même. D'ailleurs, Supervielle disait qu'il avait peur de se voir précisément dans un miroir, qu'il avait peur de ne pas se voir lui-même, mais voir son double, comme une sorte de double obscur. Oui, il va même plus loin encore quand il dit « si je regarde le miroir, je n'y vois rien de moi ». Donc il dit aussi « le miroir se taira d'un silence qui dure ». Même le double est invisible. Le thème du double invisible est très fréquent et très présent, notamment dans Les Amis inconnus. Ce double, alors qu'est-ce que c'est ? C'est évidemment aussi cette part d'inconscient qui l'habite, qui le manipule, qui lui fait écrire ses vers à sa place. Il se sent mené par une force qui le guide et il ne sait pas jusqu'où elle va le mener. Donc cette part d'inconscient, c'est ce double qui est tapi en lui, un peu parfois comme une bête un peu féroce, parfois comme une espèce d'ange gardien, on ne sait pas très bien. Et puis c'est aussi, comme je le disais, cette part de lui-même qui s'effiloche constamment au point qu'il se sent dans une enveloppe charnelle et le maître n'est pas là. Le maître, c'est-à-dire le moi, c'est absenté. C'est très très frappant. Un bœuf gris de la Chine, couché dans son étable, allonge son échine, et dans un même instant, un bœuf de l'Uruguay se retourne pour voir si quelqu'un a bougé. Un autre grand montévidéen, c'est Lautréamont. Et vous faites un parallèle entre Supervielle et Lautréamont, Lionel Rey. Et tous les deux ont un bestiaire, mais l'un a un bestiaire griffu, cruel, et l'autre a un bestiaire plutôt tendre. C'est Supervielle. Ben oui, bon, Supervielle, il est né à Montevideo, tout comme Lautréamont, et comme Laforgue d'ailleurs, c'est étonnant. Nous avons 3 très bons, très grands poètes français qui sont nés en l'espace d'une vingtaine d'années de différence, un dans le même lieu, de l'autre côté de l'océan, à Montevideo. Mais c'est vrai que Lautréamont, le bestiaire, comme vous dites, il est marqué par la cruauté, les bêtes à crocs, à griffes et à venin. Bon, Supervielle est certainement un des poètes qui est le plus concerné par l'animalité qui est en nous. Mais les bêtes, les animaux dont il parle, il lui faut, dira-t-il, tout le jeu de cartes des animaux. J'ai besoin du 10 de grive et du 4 de renard. Il dit des choses de ce genre. Bon, il bat ce jeu de cartes des animaux. Il lui faut
cela, nous appartenons à l'espèce animale. Et il fait en sorte, disons, d'apprivoiser ce qu'il y a de plus brut en nous-mêmes. Et les animaux qu'il convoque dans ses poèmes passent souvent du plan de l'animalité pure à quelque chose de quasi humain, en tout cas. Il y a chez Supervielle, c'est ce qui le différencie nettement de Lautréamont, qu'il appréciait d'ailleurs, pour bien des raisons. Mais ce qui le différencie de Lautréamont, c'est cette humanité extraordinaire. C'est vraiment un poète de l'humain. Dans son théâtre, dans La Belle au bois, il y a cette transformation incroyable de Barbe Bleue. Dans cette pièce, il mêle beaucoup de personnages, enfin des contes de fées. Et on voit apparaître un Barbe Bleue qui, certes, est très très cruel au départ, et puis qui se transforme en amoureux transi. Comme si la violence lui était étrangère. Oui, c'est ça. Oui, la violence chez Supervielle, il faut toujours la réduire. Il faut toujours la réduire et même la tourner en son contraire. Vous ressentez la violence dans l'œuvre de Supervielle ? Non, pas vraiment, il est vrai, oui. Oui, même d'emblée, au fond, c'est Orphée. Orphée était capable d'apaiser les animaux cruels qui perdaient toute cruauté, de détourner les fleuves, etc. Bon, au fond, c'est la démarche orphique qu'on retrouve chez Supervielle. Est-ce qu'il n'a pas conservé une part d'enfance ? Oui, oui, c'est l'enfance retrouvée à volonté, comme disait. Oui. Puis il s'adresse quelquefois à l'enfant qu'il fut. Il écrit pour l'enfant qu'il a été. Oui, certainement. De la même façon qu'il s'intéresse à l'enfance du monde, à la fable du monde. Évidemment, Dieu crée l'homme, Dieu pense à l'homme. Le premier chien, le premier arbre, tout ce qui est à l'état naissant, certainement l'intéresse. Et bien sûr, l'enfance qu'il n'a pas eue, enfin, dont c'est un mutilé de l'enfance, Supervielle. Avant de quitter le navire, Guanamirou demanda à voir le commandant, se nomma, lui annonça qu'il partait pour l'Europe en voyage scientifique, s'excusa de ne pouvoir lui en dire plus long, lui fit compliment sur la tenue de son bateau et brusquement prit congé, lui tendant une main carrée qu'il avait cachée jusque-là et où hennissait sans discontinuer, sur un camé rouge, un cheval marin. Mon père qui m'a raconté, quand j'étais jeune, une jolie histoire, au lieu de me raconter les contes de Perrault, me racontait le conte de l'homme de la Pampa, qui, selon lui, était un homme qui tombait amoureux de la Pampa. Colombe Bonsen. En Uruguay. Alors déjà, moi, la Pampa, pour moi, ça avait une résonance très particulière, mais je ne savais pas ce que c'est. On m'avait dit que c'était une grande plaine, mais bon, ça, c'est l'imaginaire enfantin a fait le reste. Et donc cet homme qui tombait amoureux de la Pampa la mettait dans sa valise. Et alors il y avait quelque chose pour moi de complètement magique à l'idée que cette grande plaine puisse rentrer dans une valise, un peu à la Mary Poppins en fait. Et il arrivait à Paris, et arrivant à Paris, la Pampa s'échappait. Voilà, la Pampa reprenait sa liberté en quelque sorte et s'échappait et envahissait Paris. Voilà, en tout cas c'est comme ça que... Je me souviens de l'histoire. Après, est-ce que vraiment elle m'a été racontée comme ça ? On ne sait pas. Mais moi, c'est comme cela que je m'en souviens. Et il y a quelque chose d'assez magique et émouvant dans ce premier rapport à Supervielle. Et vous le raconteriez comment, alors, maintenant, l'homme de la Pampa ? Eh bien, je n'ai jamais réussi à raconter l'homme de la Pampa, justement, parce que c'est un texte tellement foisonnant, qui est à la fois
le terme fable me plaît beaucoup, parce que Supervielle lui-même réutilise plus tard avec la fable du monde, mais voilà, en effet, il y a un homme qui tombe amoureux de la Pampa et qui va, dont la Pampa, on va ira à Paris, sa Pampa d'une certaine manière. Enfin, si ce n'est que c'est pas la Pampa, mais c'est un volcan. Ah, c'est un volcan, mais la volcan et la Pampa. Donc, le volcan est comme une métonymie de sa Pampa, de tout, en tout cas de toute. La Pampa étant aussi l'âme du personnage Guanamiru. Il y a trop d'histoires dans cette histoire pour en faire une seule histoire. Puisqu'il y a une excursion sur un bateau, la rencontre avec une sirène, le voyage dans Paris en métro, des personnages féminins qui apparaissent, qui disparaissent. Enfin, si on veut créer une espèce de schéma, de ligne narrative, on s'y perd finalement. Mais on tombe dedans et on est enchanté comme un enfant quand on le lit pour autant. Et c'est un livre qui est uniquement un mouvement. Un mouvement. Guanamiru commence en mouvement, donc le personnage principal, je crois qu'il marche au début et il finit par cette explosion en marchant. Donc finalement, c'est un livre qui, du début à la fin, est une avancée. Et c'est son roman, c'est lui, Guanamiru, évidemment, c'est lui. Florence Delay. Je crois qu'il faut partir de ce personnage, donc de Guanamiru, où il y a le Gua de Uruguay, de Bigua, puisque Uruguay veut dire en fait fleuve des oiseaux, où il y a cette appartenance un peu au Guarani, enfin, et Guanamiru donc est une sorte de Barnabous uruguayen, c'est-à-dire un milliardaire, philanthrope, qui donc décide d'offrir un volcan à son pays qui en est cruellement dépourvu. Et donc on part de cette idée d'offrir un volcan qui aurait des éruptions de charité et qui lancerait le jeudi des médicaments, le vendredi des livres. Bon, l'idée est absolument merveilleuse. Bon, c'est un échec total, personne ne comprend en Uruguay ce désir intempestif qui est en fait un désir poétique. Et donc Guanamiru fait ce que font tous les poètes d'Amérique latine à l'époque, il va se faire reconnaître à Paris. Mais à ce moment-là, son volcan est détruit, mais réapparaît, miniature, transportable. C'est un volcan portatif et qu'il va emporter dans une petite valise et qui porte le nom admirable de Futur. Et commence l'aventure donc de Guanamiru à Paris avec Futur, et Paris l'emporte sur Futur. Et Futur commence à dépérir, à être malheureux. Et Futur donne de lui une merveilleuse définition. Il dit à Guanamiru, « Moi qui suis une idée de toi greffée sur l'inconnu. » Et pour moi, c'est la plus belle définition du roman ou du poème, une idée de toi greffée sur de l'inconnu. Et voilà, vont commencer les aventures. Aventures folles, burlesques. Burlesques et en même temps délirantes, puisqu'en fait, tout cela se termine très mal par une explosion mégalomane de Guanamiru, mais qui est aussi le désir fou qui présidait à la construction du volcan. Et la parabole de l'homme de la Pampa, qui voudrait reconnaître tous ses enfants naturels, tous ces bâtards, et qui est la bonté même, et la folie latino aussi. Au triple galop, tout ça. Au triple galop. Ah non, au petit trot. Au petit trot, parce que Supervielle dit « Le petit trot des chevaux me façonne ». Parce que le petit trot, c'est celui du cheval accompagnant les vaches, pour que la viande soit bonne. Parce que si on les fait courir trop, la viande n'est pas bonne. Moi, je verrais beaucoup plus Supervielle dans le petit trot. J'ai retrouvé ce qu'il dit du petit trot. Le petit trot des gauchos me façonne, les oreilles fixes de mon cheval m'aident à me situer. Et je trouve que les oreilles fixes de mon cheval m'aident à me situer, donne aussi le cadrage du hublot dans le paquebot, le hublot à travers
les personnages voient les choses. C'est-à-dire qu'il y a toujours un angle de vision, qui est une partie de son travail. Cependant, les Mexicains, ayant passé la frontière pour rafler du bétail, tournaient en hâte le dos à l'alerte qui venait d'être donnée. Ils s'enfuyaient poursuivis par le shérif sur son alezan de nuit et 50 hommes dans un nuage d'héroïsme. Mais la démente allure des Américains et l'épaisseur des ténèbres devaient bientôt les égarer. Au lieu de tourner à droite en sortant de la ville de San Diego, ils s'abattirent à toute volée par-dessus l'orchestre symphonique dans la salle du cinéma. De nombreux chevaux roulèrent à terre avec leurs cavaliers dans un vacarme de fer, gourmettes, freins et spectateurs. Le shérif commanda « Rassemblement ». Précédé par lui, toute la troupe gagna le boulevard pour revenir vers l'écran par une porte secrète et ne devant servir qu'en pareil cas. Les applaudissements de Lynn et de Guanamiru se mêlaient à ceux des rares personnes qui n'avaient pas pris la fuite. La cavalerie, mieux dirigée cette fois, réussit à reprendre utilement la poursuite des Mexicains, qui ne tardèrent pas à repasser la frontière dans le plus grand désordre, en abandonnant leurs blessés. Il restait dans la salle de tout ce passage cavalcadant 41 fauteuils réduits à de petits tas de poussière et çà et là quelques côtes brisées ainsi qu'une matière étrange qui, à l'analyse, fut reconnue être du crottin métaphysique. Devenu fou, le piano jouait tout seul les marches du répertoire. À minuit, ne pouvant mettre un terme à son délire mécanique, on décida de l'enfermer. Lynn et Guanamiru se trouvaient encore dans le cinéma. Ils avaient dîné d'une boîte de berlingots et d'une rose, dont la femme ne portait plus que les épines et le parfum à son corsage. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi chez Guanamiru, donc l'homme de la Pampa, la recherche de l'impossible? Jamais il ne se consolerait. Jules Supervielle, l'homme de la Pampa, était inconsolable parce que ce qu'il voulait, c'était créer des ponts, créer le pont impossible entre l'Europe et l'Amérique latine, réunir les deux. Et il passe sa vie à constater les différences. Qui ne peut tout de même pas réaliser son rêve. Non, il ne le réalise pas, il le tente désespérément au travers ses écrits. Voilà, il en meurt. Et il en meurt. Moi, ce que j'en retire comme lectrice aujourd'hui, c'est que quand je le lis, je trouve cela extrêmement touchant. Donc je ne peux pas dire qu'il l'a tendu vers quelque chose de... Lui, il l'a peut-être vécu comme la blessure infernale et insupportable, insurmontable, certainement. Il entendit en lui, sauvage, 1000 et 1000 cris d'oiseaux. Des vols inconnus lui traversaient le corps. Il était comme une volière en feu qui les empêchait de sortir. Soudain, s'échappa de son gilet un terreau blanc et noir qui sentait le roussi et alla se poser sur un platane de l'avenue des Champs-Élysées. D'autres oiseaux brûlants s'élancèrent. Condors, faucons, toucans, papegais, renfocelles. Il lui jaillissait des épaules, des mains, de la tête, de la bouche, des yeux et même de ses chaussures. Puis ce fut le tour d'un troupeau de vaches effarées et de taureaux bourse-ballantes qui bondissaient du corps de Guanamiru, galopèrent vers la rue Royale. Impuissant à rétablir l'ordre, un agent de police se suicida d'une balle au cœur. À peine eut-il cessé d'avancer que, gonflé à bloc jusqu'au nuage, Guanamiru mourut par éclatement de mégalomanie éruptive parmi des nuages de cendres, de soufre volcanique et une horrible lave au moment où, sortant d'une paillote voisine, innombrables s'en venaient sans surprise à sa rencontre, un fin sourire aux lèvres et le maté à la main, fidèle. Du crâne de l'étranger avaient jailli de longues fusées. Vertes les idées générales, rouges les désirs, jaunes les regrets, orangées les habitudes bonnes et mauvaises. Toutes ces pièces d'artifice harmonisaient fort bien dans le ciel de Paris. Des baguettes furent trouvées très loin du lieu de l'explosion. On découvrit, sur les bords du Zambèze, la trace d'une habitude qu'avait Guanamiru de changer souvent de trottoir. Chez un vieil indigène d'un village où il n'y avait pourtant pas de trottoir, ni de probabilité qu'il n'y en eût jamais. Chez des milliers de gens, on retrouva son amour des cigares de luxe, des femmes jeunes et jolies, d'une nappe propre, d'un roast beef saignant et du rocking chair après les repas. Le capitaine d'un 3-mâts norvégien naviguant dans le Pacifique, non loin de Bornéo, vit à faible hauteur
juste au-dessus de son voilier, 2 mains se serraient avec émotion. C'était celle de Guanamirou qui se retrouvait après un bon voyage en sens opposé, tout autour de la terre. Ces mains ne devaient pas survivre à leurs effusions. Elles tombèrent aussitôt merveilleusement unies au fond de l'océan qui leur fut fraternel. Ça me fait beaucoup rire, hein. Donc ça c'est assez rare de rire à ce point quand on lit aujourd'hui. Colombe Bonsen. Mais voilà, le côté loufoque est soutenu par un homme profondément blessé, profondément poète, profondément sensible, pour qui la nature est quelque chose d'essentiel. Donc c'est plutôt cette alchimie-là qui me touche en plein cœur. Guanamirou, c'est un personnage tout plein d'angoisse, c'est un personnage inquiet. Quand on dit qu'il est en mouvement, il est dans le mouvement de l'inquiétude aussi, il est dans le l'inquies latin de ce mouvement-là. Donc c'est ça, je trouve, le génie de Supervielle, c'est de réunir la farce et l'angoisse. Saisir le soir, la pomme et la statue, saisir l'ombre et le mur et le bout de la rue, saisir le pied, le cou de la femme couchée, et puis ouvrir les mains. Combien d'oiseaux lâchés, combien d'oiseaux perdus qui deviennent la rue, l'ombre, le mur, le soir, la pomme et la statue. Mains. Vous vous userez à ce grave jeu-là. Il faudra vous couper un jour. Vous coupera. Lionel Ray. Nous sommes ici, mais dans cet ici, il y a une bonne part de l'ailleurs. Le fait que dans tout ce dont il parle, qui est bel et bien défini, il y a une bonne part d'inépuisable et d'infini, on pourrait dire. Supervielle ouvre des voies, des pistes vers l'inconnu, sans aucun doute, vers l'ailleurs. Et il est familier des distances cosmiques, par exemple, mais ces distances sont en nous. Il essaie de les trouver en nous, et il réussit, je crois, fort bien à les éclairer. Et puis toute cette part d'humanité qui est rarissime au fond dans la poésie d'aujourd'hui. Ce que tentent d'ailleurs de réintroduire les poètes du nouveau lyrisme, qui d'ailleurs tous les poètes du nouveau lyrisme ont une sympathie pour Supervielle, si j'ai bien compris. Il m'a apporté le sens du paradoxe. Sabine de Wulf. Beaucoup de ces titres de poèmes, par exemple, sont paradoxaux. Forçat innocent, La fable du monde, Oublieuse mémoire. Et c'est cela qui, finalement, constitue le fil directeur de mon parcours. C'est que le langage, l'impression, le sentiment, la conviction, là on peut parler de conviction, que le langage ordinaire, je dirais, non poétique, ne permet pas d'exprimer le paradoxe qui seul, à mes yeux, peut approcher le mystère de la vie. Et ce mystère, il n'est pas réductible à une parole. Je suis sensible au mystère profond de la vie. Et je crois que là, Supervielle se situe totalement dans cette perspective-là. Disparaît un instant, fait place au paysage. Le jardin sera beau comme avant le déluge, sans homme. Le cactus redevient végétal, et tu n'as rien à voir aux racines qui cherchent ce qui t'échappera, même les yeux fermés. Laisse l'herbe pousser en dehors de ton songe, et puis tu reviendras voir ce qui s'est passé. On ressuscite beaucoup chez Supervielle. On ressuscite beaucoup et justement... Florence Delay. Cela m'a aidé dans un livre que j'ai écrit, mon dernier roman, qui s'appelle 3 désobéissances, où j'imagine que l'histoire est racontée par une mère qui n'est plus,
et qui suit sa fille sur Terre. Et à la fin, par une série d'épisodes, il est retrouvé un papier qu'elle avait laissé à sa fille et sur lequel il y avait recopié un sonnet de Supervielle. Un sonnet de Supervielle qui m'a bouleversée, que j'ai lu très tardivement, qui était dit à sa femme, Pilar, et où il prépare l'éternité avec elle, en sachant très bien qu'ils ne ressusciteront pas. Mais est-ce que je peux vous le lire? Bien sûr. Alors c'est donc à Pilar. Pour ne pas être seul durant l'éternité, je cherche auprès de toi, future compagnie, pour quand, larmes sans yeux, nous jouerons à la vie et voudrons y loger notre fidélité. Pour ne plus aspirer à l'hiver, à l'été, ni mourir à nouveau de tant de nostalgie, il faut dès à présent labourer l'autre vie, y pousser nos grands bœufs, enclins à s'arrêter. Voir comment l'on pourrait remplacer les amis, la France, le soleil, les enfants et les fruits, et se faire un beau jour d'une nuit coriace. Regarder sans regard et toucher sans les doigts, se parler sans avoir de parole ni voix, immobile, changer un petit peu de place. C'est cette idée-là d'apprivoiser la mort et l'éternité, je la trouve extraordinaire. Est-ce moi qui suis assis sur le talus de la nuit? Ce n'est pas même un ami, c'est n'importe qui. Regardons ailleurs, ailleurs. Regardons toujours ailleurs. Dans la revue Trajectoire, qui a donc proposé 2 dossiers parallèles, 2 hommages à Jean-Pierre Lemaire et à Jules Supervielle, vous citez Lionel Rey, une parole d'Alain Bosquet que je trouve un peu étonnante. Supervielle a le regret d'une lointaine existence antérieure, animal d'avant le déluge. Oui, enfin, c'est l'impression que pouvait donner Supervielle d'être un antédiluvien, un reptile, batracien. De toute manière, ces sortes d'animaux ne sont pas vus par Supervielle comme étant des animaux négatifs, loin de là. Et Supervielle, certainement... d'ailleurs, il s'est rêvé dans la peau d'un rhinocéros. Et il a écrit un texte en prose qui est magnifique et plein d'humour et de bonté, d'ailleurs, qui s'appelle « Ma dernière métamorphose ». C'est dans le corps tragique, où il rêve d'avoir une peau comme celle, je ne sais plus quels sont les termes qu'il utilise pour la décrire. Résistante, en tout cas. Résistante, oui. Une corne, etc. Il se rêve dans l'environnement du rhinocéros, et tout va bien. Il parvient, en effet, à s'identifier au rhinocéros dont il rêve, quand subitement lui traverse l'esprit 2 vers de Mallarmé. Tout était à recommencer, dit-il à la fin du texte. Sur l'espoir, en même temps, il y a le sonnet sur l'éternité que je vous ai lu à sa femme. Mais ce qu'il a fait mettre sur sa pierre tombale au Laurent Sainte-Marie est quand même une inscription extraordinaire que j'aimerais bien voir sur ma tombe. Ce doit être ici le relais où l'âme change de chevaux. Alors, l'idée qu'au fond le corps n'est qu'un cheval et que ensuite on en change je trouve que là il y a aussi une frontière dépassée, traversée. Jules Supervielle, une émission de Françoise Estèbe, avec Colombe Bonsen, Florence Delay, écrivain. Dans son ouvrage « La séduction brève » aux éditions Gallimard, elle consacre une étude à Jules Supervielle. Avec Sabine Dehulf,
auteur de Jules Supervielle ou La connaissance poétique, en 2 tomes aux éditions de l'Harmattan. Jean-Pierre Lemaire, poète. Ricardo Passero, poète, auteur de Jules Supervielle, Le Forçat volontaire, aux éditions du Rocher. Lionel Ray, poète. Anne-Marie Supervielle et la voix de Jules Supervielle, archives INA, Martine Auger. Pour ne pas être seul durant l'éternité, je cherche auprès de toi future compagnie. Pour quand, larmes sans yeux, nous jouerons à la vie et voudrons y loger notre fidélité. Pour ne plus aspirer à l'hiver et l'été, ni mourir à nouveau de tant de nostalgie, il faut dès à présent labourer l'autre vie, y pousser nos grands bœufs enclins à s'arrêter. Voir comment l'on pourrait remplacer les amis, la France, le soleil, les enfants et les fruits, et se faire un beau jour d'une nuit coriace, regarder sans regard et toucher sans les doigts, se parler sans avoir de parole ni voix, immobile, changer un petit peu de place. Ne touchez pas l'épaule du cavalier qui passe. Il se retournerait, et ce serait la nuit. Une nuit sans étoiles, sans courbe ni nuages. Alors que deviendrait tout ce qui fait le ciel, la lune et son passage, et le bruit du soleil? Il vous faudrait attendre qu'un second cavalier, aussi puissant que l'autre, consentît à passer. Le numéro 2 de la revue Trajectoire propose un double hommage à Jean-Pierre Lemaire et Jules Supervielle, avec 2 études notamment de Sabine de Hulf et Lionel Ray. Texte lu par Bernard Gabet et Yasmine Modestine. Prise de son Roland Alagnès, Thomas Coudreuse, Benoît Gaspard, Isabelle Limousin. Mixage Serge Ristich. Réalisation Nathalie Triandafilides. Penetra mi pecho, pide rir dal corazón.